Bonjour à tous. Que fais-je ici? Je ne suis ni agence, ni annonceur, ni régie, ni éditeur, ni fournisseur de techno, ni de data. On en a parlé un petit peu avec Views. Qu'est-ce que je fais ici? En fait, je suis là ici pour vous livrer un petit peu ma vision, mon analyse en fait, de ce marché du marketing digital et de la révolution collaborative qu'on est en train de vivre depuis quelques années. Alors, cette révolution-là, je la transmets par rapport à ce que je vois. Moi, je suis un patron de cabinet de freelance digitaux. Et en fait, toute la journée, je rencontre des gens, des freelances, des salariés, des clients, des entreprises, évidemment. Et en fait, ces échanges m'ont amené justement à vous livrer cette réflexion. Alors, dans le marketing digital, on a été un peu les pionniers, avec la publicité quand même, il faut le reconnaître, les pionniers de cette révolution collaborative. On mettait les pieds sur la table, on n'avait plus de hiérarchie, on n'avait plus la musique commence de plus en plus tôt. Plus de hiérarchie, le tutoiement avait remplacé le vouvoiement, etc. Et en plus, on était de plus en plus dans une réflexion projet, en mode projet. Donc il y a le digital, on a été parmi les leaders de cette révolution collaborative. Alors j'ai entendu avec Raphaël tout à l'heure un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme test and learn. Alors le test and learn, il a permis en fait d'abord il est assez beau ce terme parce que tester, ça veut dire avoir une certaine audace. Ça laisse la place à l'audace, ça laisse la place à justement à se lancer quelque part. Donc ce qui est plutôt positif en France où on a parfois tendance à avoir du mal à se lancer avant d'aboutir. Et dans le deuxième mot de test and learn, c'est learn, évidemment, c'est l'apprentissage. C'est d'arriver à montrer que quand on se lance dans des projets collaboratifs, il faut savoir se lancer, il faut savoir apprendre, donc ça va savoir analyser de ses erreurs. Donc finalement, dans la révolution collaborative, il y a un vrai concept fort qui a bouleversé, je trouve, les entreprises. C'est évidemment cette notion de test and learn, où chaque projet est de plus en plus rentable, beaucoup plus efficace et évidemment beaucoup plus agile. Donc ça, c'est le grand changement de cette révolution collaborative, c'est l'accélération des projets, l'accélération finalement de tout projet. Alors, la révolution, elle n'est pas terminée. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est en rouge, hein, le communisme, c'est fini. Non, la révolution, elle est vraiment pas terminée parce que les entreprises ont encore un gros travail à mener sur l'organisation des équipes. On en a un petit peu parlé ce matin. Il y a un grand challenge pour les entreprises de réorganiser. Moi, ça m'amuse toujours quand on parle de DMP, de tous ces sujets que vous connaissez par cœur. On se rend compte qu'en fait, que tous ces sujets-là, ça nécessite de casser des frontières, casser des frontières réelles ou supposées entre les services, entre le CRM, le média, le marketing, le digital, etc. Enfin, toutes les frontières différentes qu'on a en entreprise. Donc, c'est un gros travail qui commence à avoir lieu, qui n'est pas abouti encore. Quand je discute avec des clients, c'est encore très, très siloté. Il y a encore un gros chemin à mener. Mais en tout cas, c'est la voie qu'on est en train de mener. L'autre sujet, quand on voit cette image-là, c'est le fait de bien comprendre les métiers, les expertises. Il y a un gros travail pour les recruteurs, que ce soit les RH ou les opérationnels, de comprendre en fait véritablement la technicité des métiers. Technicité des métiers et également comprendre aussi la personnalité des personnes qui vont les mener. C'est vraiment indissociable de mener, de rapprocher des personnes avec des métiers. Donc ça, c'est quand même un grand bouleversement qu'on n'a pas encore été jusqu'au bout du chemin. Alors, cette révolution collaborative, elle a des travers. Elle a des travers. Ce mode projet, il a quelques travers. Le premier, qui est assez paradoxal, c'est qu'on recrée avec des process, avec des projets, des modes projets, on va recréer en fait des silos non plus par département, mais des silos par projet. Donc à vouloir casser les silos, on en recrée des nouveaux, un peu différents, où chacun est sur plusieurs projets et plusieurs personnes sont sur différents projets. Donc finalement, ça rend les choses un peu complexes. Le deuxième travers finalement de cette révolution en mode projet, c'est de laisser la place à des experts. Compliqué.
Les experts, en fait, ils sont brillants, ils sont très forts, notamment pour faire des DMP, pour faire des choses un peu complexes. Moi, je travaille beaucoup avec des data scientists. Il y a quelques clientes dans la salle. C'est des gens qui sont passionnants et passionnés souvent, mais ils ont, comme tout le monde, on a tous des travers, et ces experts-là, pas uniquement ces data scientists, mais tous les experts en général dans les modes projet, c'est qu'ils peuvent avoir un défaut, c'est de reproduire dans un projet quelque chose qui a fonctionné dans un autre projet. Donc en fait, on n'est pas dans l'innovation, on n'est pas dans la création, on n'est pas dans la créativité, on est dans la reproduction. Ça, c'est un vrai travers qui existe dans ce mode projet, qu'il faut balayer, entre guillemets, en reprenant un peu une certaine mainmise sur ces projets pour éviter justement de recréer des projets copier-coller, comme je les appelle, d'une entreprise ou d'un projet à un autre. Et enfin, on parle beaucoup de collaboration. C'est amusant, mais on a beaucoup d'outils qui nous amènent à ça, les Slack, les Trello, etc., les différentes plateformes collaboratives. Et en fait, on n'a jamais aussi peu collaboré réellement avec les gens depuis qu'on a ces outils-là. Donc attention à tous ces outils-là, de ne pas tomber dans le travers de l'outil qui pallierait, qui serait là pour pallier le manque de collaboration effective. Alors, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette slide. Moi aussi, j'ai des petits chiffres. Je suis tombé sur une étude il y a 15 jours à peu près, et une étude qui a été parue à l'époque où on parlait de « J'aime ma boîte ». Vous savez, vous connaissez cette étude-là. Et il y a un chiffre qui est marquant, c'est 65% des salariés aiment leur boîte. Plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il n'y en a que 35% qui ne l'aiment pas, ce qui est plutôt positif. Néanmoins, cette étude, quand on rentrait un peu dans le détail des chiffres, on observait deux choses. C'est que d'abord, les chiffres étaient en décroissance, donc les gens aimaient de moins en moins leur boîte, et ce de manière assez rapide depuis l'existence de cette étude. On a perdu pas mal de points depuis chaque année, donc ça c'est quand même un vrai sujet. Il y a un manque d'adhésion. Et ce qui est amusant aussi quand on rentre aussi dans le détail de cette étude, c'est que le manque d'adhésion n'était pas du tout corrélé au bien-être dans l'entreprise. Alors, les baby-foot, les tables de ping-pong, les cantines bio, etc., tout ça, c'est super, c'est pas mal du tout, il faut le faire, c'est sympa, c'est mieux en travaillant, mais ça ne fait pas adhérer les gens dans l'entreprise. Donc, c'est pas un pansement qu'il faut mettre sur une jambe de bois. C'est très bien toutes ces évolutions du bien-être au travail, mais ça ne suffit pas. Les gens, en fait, les personnes que je croise tous les jours, me font toutes la même réflexion, et c'est une réflexion qu'on est tous amenés à se poser, c'est de se dire, finalement, on est comme un pion dans une entreprise, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas au milieu d'une entreprise qui nous fait avancer, donc finalement, il y a une sorte de doute qui s'installe, doute qui est légitime. On se pose toute notre vie des questions sur pourquoi, sur qui suis-je, où vais-je, etc. Toutes ces questions qui sont des éternelles questions des questionnements. Et ben dans la vie professionnelle et dans le marketing digital où tout va très très vite, on se les pose. On se les pose aussi naturellement, et qu'on ait 2 ans de métier ou 20 ou 30 ans de métier. On se les pose tout le temps. Donc en fait, ça m'a amené un peu à réfléchir sur notre métier à tous, et de se dire que finalement, cette révolution collaborative a apporté beaucoup de choses, mais elle ne répond pas à toutes les questions. La question, c'est le sens. Alors là, certains vont être un peu étonnés de parler de Napoléon en plein marketing, remix marketing. Je voulais vous parler de sens parce que c'est un mot qu'on a tendance un peu à oublier. Et je vous parle de Napoléon. Alors non pas que je sois bonapartiste, loin de là, mais néanmoins, il y a quelque chose d'assez estimable, cet homme-là, c'est qu'il a su donner du sens. Le sens, il y a 3 significations, il y en a peut-être beaucoup d'autres d'ailleurs, mais j'en ai noté 3 majeures. La première signification du mot sens, c'est l'orientation. Là, on le voit bien, Napoléon, un grand geste qui dit « c'est par ici que ça se passe ». Donc, il sait mener ces grognards à travers l'Europe, dans des situations parfois assez délicates et peu agréables. Mais il sait les mener parce qu'il leur donne l'orientation. Donc il y a cette notion de sens, d'orientation qui est fondamentale. Et tout stratège digital ou tout stratège doit donner cette orientation. Donc c'est beaucoup plus long que prévu. Donc il faut donner du sens, il faut savoir donner
du concret, du sensitif. Donc il faut aussi que cette stratégie soit sensorielle, soit incarnée. Donc c'est important de rendre cette stratégie réelle. Et surtout, comme ce qu'a pu faire Napoléon avec la Légion d'honneur, il faut savoir récompenser pour que chaque reporting, chaque tableau Excel ait du sens au quotidien. Merci.